Des questions sécuritaires, ça se discute sur Web, Information, Télévision, chers téléspectateurs et chers internautes. Nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle production décryptage des informations dans laquelle nous allons parler de la situation, de l'évolution de la guerre dans la province du Nord Kivu et sur toute l'étendue de la République, surtout dans la partie est du pays. Nous allons en parler avec notre consultant en matière sécuritaire et politique, c'est M. Nikez Kibelbel, qui est avec moi sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bonne arrivée, M. Nikez. Merci beaucoup, bonjour à vous aussi et bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, M. Nikez, nous allons parler de l'avancée des éléments de l'AFC 1-23 sur les plans de la guerre dans les Nord Kivu, pendant que nous sommes normalement en train d'observer un cessez-le-feu selon la communauté internationale. Mais malheureusement, nous avons appris que la cité de Lunyasenge est tombée entre les mains de rebelles de l'AFC 1-23. Quelle analyse générale faites-vous de cette situation pendant que nous sommes en train d'observer un cessez-le-feu normalement? Oui, merci beaucoup. Nous l'avons appris d'abord par le communiqué de porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, le lieutenant-colonel Makazoukai, qui a fait état effectivement d'une attaque, excusez-moi, d'une attaque de l'AFC M23 sur la localité de Lunyasenge, le long du lac Édouard, et donc dans le territoire de Lubero. Et après ça, il y a aussi deux autres localités qui ont été prises par le M23 FC. Naturellement, la première des choses, il faut condamner. Il faut condamner cette attaque. Et comme vous l'avez dit, tout le monde a les yeux braqués vers Doha et vers Washington. Et que, logiquement, on assiste à un cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont même dit aussi qu'ils continuent à respecter le cessez-le-feu. Cessez-le-feu, oui. Mais nous devons souligner une seule chose. Le cessez-le-feu ne se décrète pas verbalement. Quand il y a un cessez-le-feu, il faut qu'il y ait un engagement, c'est-à-dire des mesures d'accompagnement pour vérifier si le cessez-le-feu est respecté ou pas. C'est vrai, à Doha, on a mis ça, ce sont des intentions en disant nous allons respecter le cessez-le-feu. On ne l'a pas fait. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'AFC M23 continue parce qu'il estime que lors des négociations, il doit se positionner, il doit être en force, le rapport de force. Ça, c'est un aspect qu'il prend en disant je dois conquérir davantage des localités pour que si jamais, parce que les négociations peuvent ne pas aboutir. Si ça n'aboutit pas, j'avance. Si ça aboutit, je serai en position de force dans les négociations. Parce qu'il faut signaler que ça est pratiquement l'AFC M23 qui a pris Bunagana depuis le début, depuis bientôt 3 ans, est en train de lorgner la côte. Il avance vers Kassindi. Kassindi, c'est le point, c'est le poste frontalier. Le poste frontière où il y a la douane. Oui. Aujourd'hui, l'AFC M23 contrôle Bunagana, contrôle la petite et la grande barrière de Goma, contrôle la frontière de Ishasha. Maintenant, il lorgne Kassindi. Parce qu'effectivement, celui qui contrôle la frontière, la guerre, c'est l'argent. Oui. Donc, nous pouvons prendre ça comme option aussi. Deux options en disant, d'abord, j'ai besoin d'argent, je dois mettre la main sur le poste douanier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, en cas d'échec des négociations, je dois gagner des localités, faire jonction et occuper tout le Nord Kivu. Donc, c'est une option. Mais nous devons aussi dire une chose. Il n'est pas normal pour les forces armées de la République démocratique du Congo de crier chaque jour. C'est une armée nationale qui a comme objectif de défendre l'intégrité du territoire national. Donc, l'armée ne peut pas faire uniquement des communiqués pour se plaindre. L'armée doit réagir. D'ailleurs, dans le communiqué, il est dit que nous allons réagir, mais une armée pour réagir ne s'annonce pas. Donc, nous constatons qu'il y a violation de ce cessez-le-feu qui n'a aucune base, parce qu'il n'y a pas un acte d'engagement. Oui. Mais aussi, nous constatons que l'armée continue à respecter alors que l'ennemi ne respecte pas. Donc, c'est quand même malheureux parce qu'au finish, dans un affrontement pareil,
il y a des morts et il y a des populations déplacées. Alors, le communiqué du porte-parole de l'armée au Grand Nord a parlé d'un cessez-le-feu. Il a bien souligné, comme vous venez de le dire, que c'est une violation des accords internationaux. Peut-être que l'armée congolaise agit de la sorte parce qu'ils font confiance au processus et pensent que c'est la bonne voie peut-être de rester un peu réticent ou ne pas réagir directement à cette violation du cessez-le-feu. Comment vous trouvez cette réaction de la part de notre armée? C'est au fait la difficulté que toute armée loyaliste, toute armée nationale, toute armée gouvernementale a par rapport à un groupe rebelle. C'est-à-dire que l'armée a une obligation d'abord de protéger la population, l'armée a une obligation de respecter les cessez-le-feu parce que l'armée répond des engagements des États. Ça, c'est normal que notre armée respecte les cessez-le-feu parce qu'effectivement, il dit notre gouvernement est engagé dans un processus de paix. Nous devons donner la chance à la paix. Ça, c'est la position de l'armée qui est une position normale. Mais l'armée doit être sur la défensive. Une fois qu'elle est attaquée, elle doit réagir. Donc, c'est cette difficulté-là, effectivement, qu'éprouve notre armée, parce que notre armée qui reçoit les ordres du chef de l'État dit non, donnons la chance à la paix. Et la chance à la paix, c'est Doha et puis Washington. Donc, il serait malsain que Washington ou bien Doha puisse dire, mais monsieur Tshisekedi, mais vous ne respectez pas votre parole. Donc, c'est la difficulté qu'on a. Mais maintenant, c'est un problème maintenant de pression à mettre. Vous savez que presque tous les chefs de l'AFC M23 sont sous sanction. Ouais. Bon, peut-être ils ne prennent pas encore la mesure ou ils ne comprennent pas encore la profondeur de ces sanctions-là. Ouais. Ils sont sous sanction. Tout en se comportant en rebelle, ils sont sous sanction. Et là, maintenant, il faut plus faire pression sur leur parrain, qui est le Rwanda, pour qu'ils arrêtent. Mais comme nous le voyons, ils continuent de recruter. Ils continuent d'envoyer les gens dans la formation. Ils ont même changé de tenue militaire parce qu'à l'époque, ils avaient pris la tenue FARDC. Oui. Aujourd'hui, ils ont une tenue militaire vert foncé. Ils sont au front. Donc, ils ont cette possibilité en disant, nous, si on nous empêche d'avancer, non, si nous avons pression sur les dialogues, nous allons arrêter. Mais tant que nous ne voyons pas de pression, nous, on continue notre guerre. N'oubliez pas que Corneille Nangaa avait dit que son objectif, c'était d'arriver à Kinshasa. Et même s'il n'arrive pas à Kinshasa, il faut aussi prendre la géopolitique ethnique. Corneille Nangaa serait plus à l'aise s'il prend Isiro. Okay. Parce que là, c'est chez lui. Et là, il serait à l'aise, il pourra recruter facilement. Et donc, jusque-là, il est considéré comme un corpus alienus, comme on dit en latin, c'est-à-dire un corps étranger dans la rébellion, dans la mesure où il n'est pas originaire des territoires sous contrôle de la rébellion. Ok. Et maintenant, partant de ce que vous venez de dire, l'armée congolaise serait-elle en position de faiblesse pour ne pas directement s'attaquer? Parce qu'au même moment qu'ils se disent, oui, ils doivent respecter normalement les commandements de la présidence, nous sommes en train de perdre des localités du jour au jour. Alors, c'est ce que nous disons. Tout en respectant les ordres venus du commandant suprême, c'est-à-dire, donnons la chance à la paix, mais vous savez, comme on dit, à toute action doit y avoir une réaction. Oui. S'ils sont attaqués, si l'ennemi continue à avancer, ils doivent nécessairement se défendre. Donc, il ne faut pas qu'ils attendent l'ordre. D'ailleurs, un bon commandant résout le problème de sa position, de son bataillon, de son unité sur place et fait les rapports. Okay. Parce que si le commandant qui est au front attend l'ordre de Kinshasa, Kinshasa peut ne pas lui demander de réagir. Or, sur le front, lorsqu'il voit que l'ennemi arrive, il ne va pas laisser à l'ennemi le temps de les tuer. Ça, c'est une chose. Et nous, nous disons, ça, c'est une analyse personnelle. Nous avons aussi commis une erreur. Nous avons commis une erreur, mais ça, je parle plus comme quelqu'un qui analyse des questions de défense et de sécurité. Oui. Nous, on a nommé un gouverneur militaire qui est un commando. Le général-major Eva Kakule Somo, il commandait l'unité de réaction rapide, les commandos formés par la Belgique. Alors, quelle est l'erreur? L'erreur, c'est que c'est un homme de terrain. C'est pas un administratif. Ah, okay. Donc,
lui devait rester sur le terrain parce c'est eux qui ont bloqué le front Kanyabayonga. Okay. Ce sont ces hommes qui étaient sur ce front-là. Donc maintenant qu'ils s'occupent de l'administration, ils risquent de perdre les réflexes d'un bon soldat, d'un bon commando. Donc là aussi, c'est tout un problème. Donc, selon moi, ça a été une erreur de nommer un commando, un homme de terrain, comme un administratif. Et là, maintenant, il est partagé entre les charges administratives et les opérations. C'est vrai, on a un commandant des opérations Sokola 1, mais avec lui, ça aurait été mieux. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que c'est une erreur. Il ne faut pas que l'administration prenne le dessus sur le commandant, le commando formé. Vous comprenez ce que je voudrais dire? Oui. Donc là aussi, c'est lui qui gère cette partie de la province. Alors, comme commando, il doit agir. Il ne doit pas continuer à se plaindre. Bon, j'ai dit il, mais ce n'est pas lui, c'est l'armée de façon générale. Okay. Et comme gouverneur militaire, il obéit au commandant suprême. Ouais. Donc, lorsque les FARDC sont attaqués, ils doivent naturellement faire l'autre, comment on appelle ça, la réplique, c'est-à-dire ils doivent se défendre. Oui. Et ils doivent se défendre. Tant mieux si en se défendant qu'ils prennent 3, 4, 5 localités, c'est notre pays. Ces localités sont illégalement occupées par les rebelles. Oui. Donc, lorsqu'ils lancent la contre-offensive, s'ils arrivent à prendre même 10 localités, c'est à notre faveur. Donc, on arrête de se plaindre chaque jour parce que l'ennemi avance et nous risquons chaque jour de reculer. Et comme l'option de l'ennemi aujourd'hui, c'est clairement établi, c'est de prendre Kassindi, qui est un poste douanier, un poste frontalier, nous risquons, même le gouverneur militaire qui a béni, risque d'être asphyxié, il ne saura même plus vivre. Ça, c'est l'une des options, l'asphyxie pas seulement du gouverneur, mais de toute la partie qui reste. Là, je parle de Butembo et de Beni. Alors, quelles sont les conséquences qui peuvent surgir si l'ennemi arrivait à prendre le contrôle de Kassindi? Alors, les conséquences sont nombreuses. La première des conséquences, l'ennemi met la main sur la douane, les recettes qui entrent. Mais vous savez, Kassindi ouvre sur l'axe Beni-Butembo. Or, aujourd'hui, au niveau de Butembo, les marchandises ne peuvent plus venir de Goma parce que l'ennemi occupe jusqu'à Kanyabayonga. Ouais. Ça, c'est de 1. Mais Kassindi ouvre aussi sur l'axe Ituri, sur l'axe Mambasa, sur l'axe Bafouassende, c'est-à-dire la province de Haut-Ouélé, l'ex-province orientale. Ouais. Donc, si l'ennemi arrive à prendre Kassindi, il asphyxie jusqu'à Ituri. Il asphyxie jusqu'à Ituri et surtout sur le plan des populations. Toutes ces populations vont fuir vers l'Ituri, vers Mambasa. Bon, Mambasa est dans l'Ituri, mais vers l'Ituri, vers Kisangani. Donc, les conséquences sont nombreuses et il faut vraiment que les forces armées de la République démocratique du Congo empêchent cette prise qui est même plus vite, qui est même plus significative que la prise de Bunagana. Parce que, comme j'ai dit, Kassindi ouvre sur 2 grandes villes et surtout sur la ville commerciale de Butembo. Les conséquences économiques, selon vous? Les conséquences économiques, c'est qu'on paralyse, il y a une paralysie totale de toutes les activités. Les commerçants ne vont plus importer parce que l'ennemi va avoir un contrôle sur tout le Nord Kivu. Parce que jusque-là, il n'y a que les grands Nord, comme on dit, c'est-à-dire une partie de Lubero et tout le territoire de Beni qui n'est pas sous contrôle de l'ennemi. Mais s'il prend, c'est-à-dire tout le Nord Kivu sera sous contrôle. Mais il y a un autre problème. Aujourd'hui, l'aéroport de Beni sert effectivement à recevoir les troupes. Vous avez suivi les images. Les militaires qui sont partis de Goma, ils sont allés à Kinshasa par l'aéroport de Beni. Donc, si l'ennemi prend Beni, c'est-à-dire que c'est une asphyxie totale et ça ouvre la voie sur Kisangani. Donc, c'est le moment pour les FARDC de mettre tout en œuvre pour que l'ennemi soit repoussé. Est-ce que la violation des CCC fait par les 1-23 ne serait pas une explication peut-être de leurs signes de faiblesse ou soit ils ne se font pas confiance eux-mêmes? Alors, vous savez, lorsqu'on prend les armes, et surtout lorsqu'on prend des armes pour des objectifs inavoués de balkanisation, les négociations deviennent un échec. Parce que, rappelez-vous que Corneille Nangaa a dit sur tous les toits que son problème c'était de chasser
de détruire les monstres. Ça, c'était son terme. Oui. C'est-à-dire de chasser Tshisekedi du pouvoir. Oui. Aujourd'hui, quand il négocie, Corneille Nangaa deviendra qui dans la nouvelle configuration après les négociations? C'est un problème. Donc, et tout l'argent, et tous ces morts, tous ces déplacés, tous les dégâts, qu'est-ce que ça arrive? C'est comme ça qu'il demande la levée des sanctions, il demande contre toutes les personnes, lever des mandats, tout ça, ainsi de suite. D'après vos analyses, les rebelles ont l'objectif de prendre la ville de Beni. Quelles sont les conséquences ou quels sont les enjeux qui peuvent en découler si la rébellion décidait de prendre le contrôle de Beni? Alors, d'abord, il faut dire qu'il ne faut pas le souhaiter. Mais bon, ça ne dépend pas de nous. Mais Beni, c'est une porte d'entrée. Quand nous parlons de Beni, directement, nous voyons Kasindi. Ouais. Pourquoi? Parce que la localité de l'Oniasenge qu'ils ont prise, c'est vrai qu'administrativement parlant, ça se trouve dans le territoire de Lubero, mais géographiquement, c'est dans Beni. C'est à 50 km de Kasindi. Oui. Alors, s'ils prennent la frontière de Kasindi, ils vont mettre la main sur tous les commerces qui se passent dans le Grand Nord. Vous savez que le Munande, notamment Butembo, c'est une ville commerciale. Donc, s'ils prennent, ils contrôlent tout. Et lorsqu'ils vont contrôler tout, parce que au sud de Lubero, c'est Kanyabayonga qui est déjà sous leur contrôle. Donc, ils auront la main sur toute la province du Nord Kivu. Mais il y aura un afflux de déplacés vers l'Ituri, notamment Bunia, Mambasa, et Bafouassende, Kisangani. Cela signifie que, et c'est ça aussi le flux économique, cela signifie que la porte pour arriver à Kisangani leur sera grandement ouverte. D'abord parce que ils vont faire un crochet sur Bunia. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, Thomas Lubanga a créé une rébellion. Oui. Donc, cette possibilité de relier la rébellion de Thomas Lubanga sur l'AFC M23 existe toujours. Et vous savez aussi, nous le disons, nous l'avons dit ici, que jusque-là, Corneille Nangaa est considéré comme un corpus alienus. C'est-à-dire qu'il est chef, mais sa contribution en homme n'est pas palpable parce qu'il n'est pas sur son territoire, sur le sol de ses ancêtres. Okay. De façon assez générale, c'est-à-dire que c'est un Congolais, c'est vrai, mais il n'est pas dans le Haut-Ouélé. Excusez-moi, dans le Haut-Ouélé, qui est pratiquement son fief naturel. Donc, si on prend Beni, avec ouverture, d'abord, si on prend Beni, naturellement, il y a un Nandé qui va sortir dans la rébellion. Oui. Qui va sortir dans la rébellion. Excusez-moi. C'est lui qui va prendre pratiquement, qui va fédérer les Nandés. Avec ouverture sur l'Ituri. Et là, Thomas Lubanga va fédérer l'Ituri. Et on va pousser Corneille Nangaa à aller vers l'Ouélé pour que lui aussi puisse prendre ses frères et sœurs pour gonfler les rangs et foncer sur Kisangani. Donc, le danger, il est là, il est permanent. L'enjeu est géopolitique parce qu'aussi, je dis géopolitique, pourquoi? Parce que si on prend Beni, l'aéroport de Mavivi, l'aéroport de Beni, ne sera plus opérationnel pour les FARDC. Oui. Ça va reculer, faire reculer toutes les possibilités du gouvernement d'entrer en contact avec les populations qui sont sous l'occupation de la rébellion. Et là, le gouvernement doit ouvrir les yeux, doit mettre des moyens pour que s'il faut que la guerre reprenne, la guerre qui n'a jamais cessé, hein, s'il faut que la guerre reprenne, que la guerre reprenne. Parce que si vraiment on prend Beni, là, la voie sur Kisangani et sur Kinshasa est ouverte. Donc, voilà un peu ces enjeux économiques, géostratégiques dont visent les rebelles. Les rebelles ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent et pour avoir de l'argent, il faut élargir l'assiette. L'assiette fiscale, il suffit seulement de prendre Beni Butembo, d'imposer une taxe sur les commerçants, par exemple, ou sur les commerces, l'argent va entrer. Donc, c'est vraiment stratégique pour eux, stratégique même pour le gouvernement. Les gens vont mourir sur ça. Est-ce que la présence de l'UPDF ne constituerait pas peut-être, comment dirais-je, un frein pour l'avancée des rebelles? Alors, l'UPDF joue un rôle très compliqué. Nos sources disent que la prise de Bunagana avait été facilitée par l'UPDF.
Parce que le Rwanda ne pouvait pas prendre Bunagana. Bunagana n'était pas la frontière entre la RDC et le Rwanda. Bunagana, c'est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. C'est comme Kassindi, c'est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Donc, le rôle de l'UPDF est très ambigu, difficile à cerner. Alors, nous ne pouvons pas compter sur la présence de l'UPDF qui est là pour combattre en mutualisation, combattre les ADF-MTM. Donc, l'UPDF n'est pas là pour combattre l'AFCM 23. Et vous savez aussi que pendant longtemps, le quartier général de l'AFCM 23, c'était pratiquement l'Ouganda. Donc, on ne peut pas, effectivement, il faut éviter que la guerre arrive à Beni pour que l'Ouganda ne puisse pas jouer ces sales jeux où il est un pied dedans, un pied dehors, où on ne sait pas saisir les mythes UPDF. Donc, il faut à tout prix éviter que la guerre ne puisse arriver à Beni. Sinon, nous allons perdre parce que l'Ouganda, naturellement, il va entrer pour le Rwanda. Monsieur Nikes, nous sommes presque à la fin de notre production de ce jour. Un mot de conclusion pour ces sujets. Alors, nous disons seulement ceci, la République démocratique du Congo ne doit pas continuer à pleurnicher. Le cessez-le-feu qui a été signé, non, qui a été intentionnellement, qui a été une intention, n'a pas de mesures d'accompagnement. Alors, les FARDC doivent rester vigilantes et réagir à chaque offensive par une contre-offensive foudroyante pour empêcher que les rebelles puissent arriver à Beni. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, M. Nikes Kibelbel. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous vous disons au revoir et nous vous disons prochainement. Merci.